Voilà, Monsieur José Bové, vous n'êtes plus à présenter, un grand militant, en tout cas pour la cause, on pourrait dire, du tiers-monde, altermondialiste et aujourd'hui député européen. Quel est pour vous l'intérêt de participer dans ces genres de rencontres? Moi, ce qui me paraît important dans ce genre de rencontre, c'est d'abord de pouvoir aller au fond. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir à la fois les expériences concrètes, ce que vivent directement les organisations paysannes, les gens qui vivent sur le terrain, et en même temps confronter ça avec la réalité des institutions internationales et du pouvoir de plus en plus fort des multinationales dans l'agroalimentaire. Donc dans ce genre de débat, c'est surtout pour donner des outils et des moyens aux citoyens de leur dire rien n'est perdu d'avance. Les seuls combats perdus, c'est ceux qu'on n'a pas commencé. Donc chacun peut agir concrètement, soit dans sa vie quotidienne à travers ce qu'il mange, soit en menant des actions de solidarité, soit en étant sur le terrain. Il y a plein de façons de pouvoir agir pour changer la réalité de ce monde qui va de plus en plus mal, puisque c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon intervention. Il y avait 850 millions de personnes qui ne mangeaient pas à leur faim en 1995. Aujourd'hui, c'est presque 1,1 milliard. Donc le phénomène augmente pour des raisons très claires qui sont souvent des raisons économiques, des multinationales qui s'accaparent les marchés, qui empêchent les paysans de vivre de leur travail. Et aujourd'hui, les paysans dans les pays du tiers-monde connaissent par exemple, c'est que ici en Europe, on appelle les accords des partenariats économiques. Comment vous les évaluez et surtout, quelles stratégies ces paysans peuvent mettre en place pour essayer un peu de pouvoir, d'une certaine manière, même pas résoudre ces problèmes, mais en tout cas essayer un peu de le contrecarrer dans une certaine mesure? Alors moi, je suis très critique sur ces accords de partenariat économique qui, pour moi, aujourd'hui, je les comparerais, peut-être que le mot est trop fort, mais c'est quand même le seul que je trouve, à des nouvelles formes de néocolonialisme. Parce qu'effectivement, on est en train de mettre en coupe réglée des pays entiers qui n'ont pas les moyens de se défendre. C'est-à-dire qu'on va privatiser, y compris l'eau, y compris tous les services qui sont aux populations, on va les mettre dans les mains des multinationales à l'intérieur même des pays. Et en même temps, on contraint les règles économiques, on oblige ces pays à ouvrir leurs frontières pour importer, y compris des biens alimentaires. Donc on est dans une situation vraiment très défavorable parce que l'équilibre n'existe pas. Comment est-ce qu'un pays aujourd'hui d'Afrique peut discuter d'égal à égal avec l'Union européenne? C'est pas possible. Donc il faut d'abord favoriser le droit de ces pays à se protéger, notamment au niveau de l'agriculture, à pouvoir créer leur propre marché local et à refuser les importations en mettant des barrières douanières. Il faut aussi que sur la question de la terre, ces pays ne subissent pas la pression de plus en plus forte qu'on est en train de voir de grands pays riches, même des pays comme l'Arabie Saoudite, la Chine, la Corée, qui aujourd'hui sont en train d'accaparer des terres. Il faut donc organiser, que les paysans puissent s'organiser pour résister et interpellent leurs États. Parce que quand on regarde dans beaucoup de pays, je pense notamment à l'Afrique, mais on pourrait parler en Asie, quel est le pourcentage de la population d'un pays qui vit dans le milieu rural? C'est 60, 70, 80%. Si ces personnes s'organisent, elles sont majoritaires, elles peuvent imposer aux États, à leur propre gouvernement, de mettre en place des politiques qui soient à leur service, qui soient pour répondre à leurs besoins. Donc moi je crois que ce genre de rencontre, ce genre de mobilisation, c'est important aussi pour permettre de dire aux paysans, sur l'ensemble des continents, vous avez un pouvoir entre vos mains parce que c'est vous qui nourrissez la population. Eh bien c'est parce que vous nourrissez que vous devez être respecté et que vous devez pouvoir influencer les politiques. On constate également qu'ici en Occident, on parle beaucoup plus du développement du tiers-monde et en même temps, on met en place des mécanismes ou des politiques justement qui sont quelque part aussi sous-développantes. Mais comment les populations du tiers-monde peuvent arriver à démonter cette hypocrisie occidentale ou des institutions internationales? Moi, je pense que ce qui est important, c'est effectivement, il y a un énorme travail et c'est pour ça que dans le cadre de mouvements paysans internationaux comme celui auquel j'ai appartenu longtemps via Campesina, on travaille en coopération entre paysans du Nord, paysans du Sud, paysans de tous les continents pour élaborer des stratégies face aux multinationales, face aux États, face aux institutions internationales. Et là, il faut très clairement dire aux chefs d'État et de gouvernement africains, asiatiques, vous devez respecter d'abord vos paysans. C'est nous qui sommes la base dans vos pays. Donc il faut d'abord mener le combat en interne dans le pays pour qu'il y ait des vraies politiques agricoles, des politiques d'accès à la terre, des politiques d'accès au crédit, des politiques de mise en place de marchés locaux. Ça, ce sont les choses
de base et dire en sorte on doit se protéger et vous c'est votre responsabilité comme politique. Il y a la responsabilité des organisations de base de paysans et il y a la responsabilité des politiques, mais c'est aux paysans de dire aux politiques ce qu'ils ont à faire. C'est pas aux politiques d'imposer aux paysans qui sont la majorité de la population d'accepter des accords de libre-échange, d'accepter les pressions du FMI ou de la Banque mondiale qui rend ces paysans de plus en plus pauvres et qui les chassent de leurs terres et qui remplit les bidonvilles. Ça, c'est pas acceptable. Et ça, c'est la solidarité internationale qui peut aussi participer à permettre cette prise de conscience. Vous êtes suivi en ce moment en République démocratique du Congo et ce pays connaît également des problèmes, notamment à l'est du pays où les paysans, il faut le dire, connaissent en tout cas les affres de la guerre. Je ne sais pas d'abord si vous êtes au courant. Et puis, si vous êtes au courant, qu'est-ce qui explique le silence de la communauté internationale face à la souffrance ou au désastre à l'est du pays, de la République démocratique du Congo, bien entendu? Alors écoutez, moi je pense que cette guerre, elle est terrible parce qu'elle fait des années qu'elle dure et elle chasse des populations d'un côté et de l'autre, mettant des gens aujourd'hui dans des situations de précarité terribles. Et en même temps, la République démocratique du Congo est un des pays les plus riches de tout le continent africain parce qu'il a dans son sous-sol. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'à la fois dans la déstabilisation qu'il y a à l'Est, il y a aussi toute cette question aussi des richesses qu'il y a dans ce pays. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de cynisme chez certains pays ou dans certaines puissances financières ou économiques des pays riches parce qu'ils ont un intérêt aussi à pouvoir accéder de cette manière-là dans ces mines. Donc je crois qu'il y a aussi toute une bataille. Pas simplement une bataille politique, mais il y a aussi une bataille pour qui va posséder les richesses de l'ensemble des mines qui sont à l'est du Congo.